Bonjour à tous et surtout aux étudiants qui suivent avec moi sur cette chaîne le cours d'électrostatique et de magnétostatique. Donc aujourd'hui, je vous propose le corrigé de la série de TD numéro 7, également que je vais partager en deux parties. Dans la première partie, on va s'intéresser aux méthodes de calcul de champ magnétique par la méthode directe. Et dans la deuxième partie, on va traiter la méthode par le théorème d'Ampère et également les équations locales et le potentiel vecteur d'un champ magnétique. Bien, comme deux exercices, j'ai choisi deux exercices très classiques, mais avant d'aborder les exercices, je rappelle un petit paragraphe que j'ai tiré du cours, bien sûr, qui se trouve sur la chaîne du cours sur la magnétostatique, et je rappelle les 4 étapes à suivre absolument quand vous demande de calculer le champ magnétique par la méthode directe. Première chose à faire toujours, c'est utiliser la symétrie. Donc, fameuse symétrie qui va nous permettre de déterminer les invariants, de déterminer la direction du champ magnétique. Bien sûr, s'il s'agit des systèmes où il y a des invariances, il faut les indiquer aussi. Mais dans le calcul direct, c'est surtout le problème de symétrie le plus important, savoir quelle est la direction du champ magnétique. Et donc, avant de faire aucun calcul, on pourra déterminer quelles sont les composantes non nulles. Donc, une fois qu'on a déterminé la direction en utilisant la symétrie, deuxième étape, déterminer l'expression du champ magnétique créé par un élément de courant. Donc, dans cette étape, il s'agit surtout d'énoncer la loi de Biot-Savart, c'est-à-dire un élément de courant permet de créer un champ magnétique D2B, et dans ce D2B, vous avez bien sûr l'élément de courant vectoriel U sur R carré, donc indiquer un schéma, expliciter très correct, le maximum possible, c'est quoi le vecteur U, c'est quoi la distance R, et c'est quoi l'élément de courant dans les systèmes de coordonnées que vous avez choisi. Autrement dit, simplifier au maximum l'expression de D2B. Troisième étape, ne calculer que là où les composantes utiles, c'est-à-dire les composantes non nulles qui sont dictées par les règles de symétrie. Donc si par symétrie, par exemple, on montre que le champ est suivant au θ, donc je ne calcule que la projection de B suivant au θ, parce que c'est la seule composante non nulle. Et enfin, bien sûr, et ce sera le cas vous allez voir dans pratiquement tous les exercices, souvent dans l'expression de D de B, de la composante utile, vous allez avoir plusieurs coordonnées indépendantes, qui ne sont pas indépendantes, pardon. D'accord? C'est-à-dire, si je fais varier une, l'autre varie. Donc, il y a certainement une relation entre ces variables-là. Donc, on a intérêt souvent à les exprimer en fonction d'une seule. Et on va voir comment. Bien, donc voilà les étapes. Donc, symétrie, simplifier au maximum l'expression de D de B en utilisant la loi de Biot-Savart. Pour le calcul, ne calculez que la composante non nulle, c'est-à-dire celle qui est dictée par les règles de symétrie. Et enfin, si vous avez plusieurs variables qui ne sont pas dépendantes, qui sont non indépendantes, c'est-à-dire l'une dépend de l'autre, il faut essayer de l'exprimer en fonction d'une seule. Bon, la pratique, on va voir comment appliquer ces 4 étapes-là. Donc, comme exercice, je proposais deux exercices très classiques. Champ créé par un segment AB, et à partir de ce champ, déduire le champ créé par un fil infini, puis le champ créé, par exemple, par ce circuit-là. Bon, le champ créé par un segment AB, c'est absolument à savoir, parce que tout ce qui est champ créé par polygone, carré, demi-droite, demi-droite, tout ça, rectangle, on applique uniquement le champ créé par un segment. Deuxième étape, deuxième question, là aussi, question très classique, il faut absolument savoir le champ créé par une spire circulaire. Parce que à partir du champ créé par une spire, on peut déterminer le champ créé par un solénoïde, par exemple, et aussi par ce qu'on appelle bobine de Helmholtz. Donc voilà le but au départ, déterminer le champ créé par une spire circulaire, utiliser ce résultat pour calculer le champ créé par un solénoïde. Et comme application, déterminer le champ créé par une bobine de Helmholtz. Ce qu'on appelle bobine de Helmholtz, ce sont deux bobines plates qui sont séparées par une distance qui est exactement égale au rayon
de l'une des deux bobines. Donc deux bobines identiques, parcourues par le courant dans le même sens, on verra pourquoi, et qui sont séparées par une distance exactement égale à R. Là aussi, on verra pourquoi, exactement égale à la valeur de R. Et une fois qu'on a déterminé la valeur de ce champ, je vais vous donner l'utilité de ce dispositif expérimental qu'on appelle les bobines de Helmholtz. Bien. Allons-y donc pour la correction. Donc voilà, j'ai pris un segment AB ici. Donc je peux, voilà ici, par exemple le point A. Et ici le point B. Vous remarquez qu'on calcule le champ pas nécessairement sur la médiatrice. Bon, le point B, pardon. Le point B. C'est on a un point M quelconque de l'espace, pas nécessairement sur la médiatrice. D'accord? Donc première question, bien sûr, un segment qui est parcouru par un courant I. Hein, un courant I. Un courant I. Qui est, bien, on suppose, bien sûr, un courant constant. Bien. Donc le point M, on va le repérer par la distance petit a par rapport à l'axe Z. Et bien sûr, là, c'est préférable d'utiliser la base cylindrique ER, Eθ qui est perpendiculaire au plan de l'écran, et EZ. Voilà pour le moment tout ce qu'on peut écrire. Bien. Première chose, la symétrie. Donc, quel est le plan? Bon, pour la symétrie, pour le champ magnétique, je rappelle, soit vous allez trouver un plan de symétrie, et ça suffit, parce que le champ magnétique, je vous rappelle, il est perpendiculaire au plan de symétrie, soit il faut chercher deux plans d'antisymétrie. Donc, je rappelle que vous avez toute une vidéo qui explique largement ces phénomènes de symétrie sur la chaîne. Bien. Première chose, est-ce qu'il y a un plan de symétrie, bien sûr, qui passe par le point où on nous demande de calculer le champ? Bon, si j'ai un plan de symétrie, mais qui ne passe pas par le point M, ça ne va pas m'aider, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M? Bien sûr, il y a un qui est évident, c'est le plan de l'écran. Le plan MERZ est un plan de symétrie, c'est-à-dire le plan de l'écran. Pourquoi c'est un plan de symétrie? Parce que l'image d'un point M, c'est lui-même. Donc, le courant qui circule dans le point M a la même valeur et le même sens que le courant qui circule dans le symétrique de M, qui est lui-même. Donc, c'est un plan de symétrie. Ce plan-là, je l'ai visualisé ici par la couleur verte. Si le point M il est là, vous voyez bien clairement que le plan formé par ER et EZ, c'est un plan de symétrie. Donc, je suis sûr que le champ magnétique va être perpendiculaire à ce plan. Donc, il va être suivant Eθ. Bien sûr, la symétrie vous donne juste la direction. Maintenant, est-ce que suivant plus Eθ ou moins Eθ, c'est le sens du courant qui nous le dit. Donc, si le courant vers plus OZ, bien sûr, le champ va tourner suivant plus Eθ. D'accord? Bien. Donc, voilà, la symétrie nous dit que le champ magnétique va être suivant Eθ. Maintenant, je vais donner l'expression de D de B et je vais le simplifier au maximum. Donc, d'après la loi de Biot-Savart, un élément de courant ID de L, bien sûr, nous donne un champ D de B est égal à mu0 sur 4pi ID de L vectoriel U sur R carré. Donc, ça, c'est l'énoncé de la Biot-Savart. Première chose, indiquer un schéma où vous allez représenter le vecteur U, la distance R et l'élément de courant ID de L. Donc, j'ai choisi un élément de courant quelque part ici. On a un point M, on a un point P, ID de L. Voilà la distance R, c'est la distance entre l'élément de courant et le point où je calcule le champ. Et le vecteur unitaire U, pardon, c'est le vecteur qui est dirigé du point P de l'élément de courant vers le point où je calcule le champ. Bien, donc ensuite, j'ai besoin de calculer D de L vectoriel U. Donc, là, le plus simple, à mon avis, c'est d'exprimer U dans la base ER-EZ. Donc, voilà votre vecteur unitaire U. Donc, pour exprimer U, j'ai besoin bien sûr de déterminer cet angle. On va l'opposer alpha. Donc, j'ai appelé cet angle alpha qui est le même que celui-là. Donc, vous voyez bien que U, c'est cosinus alpha suivant ER. Ensuite, moins sinus alpha suivant EZ, parce qu'il est opposé à EZ. Voilà U. Bon, si j'ai et bien sûr, D de L, là aussi, il faut bien l'exprimer dans... J'ai appelé cet axe-là l'axe Z. Donc, Z. Donc, ce sera D de Z suivant EZ. Bon, si je l'appelle X, ce sera D de X suivant EX. Donc là, en coordonnées cylindriques, de préférence, bien sûr, c'est l'axe Z. Maintenant, vous voyez bien que D de L vectoriel U va être écrit d'une façon très simple. C'est
Donc T de L vectoriel U, ou bien c'est-à-dire EZ vectoriel U, va se réduire à cosinus θ suivant cosinus alpha suivant Oθ. Et donc, voilà, j'ai simplifié au maximum l'expression de D de B. En utilisant bien sûr un schéma clair où j'ai indiqué c'est quoi U, c'est quoi le vecteur U et c'est quoi la distance R. Le schéma souvent, ça aide beaucoup à bien simplifier l'expression de D de B. Bien. Troisième étape, je ne calcule que la composante utile. La composante utile ici, c'est la composante suivant Oθ. Je sais que ce D de B a une seule composante suivant Oθ. Donc je vais calculer la projection de D de B suivant Oθ. Or, D de B lui-même, il est suivant Oθ. Donc D de B scalaire Oθ va nous rester directement le module de D de B. Maintenant, je passe à la troisième étape. G, D de B, il dépend de trois variables, Z, R et alpha. Vous voyez bien, si je prends un autre point P ici, vous voyez que R, ce sera cette distance, et alpha, ce sera cette distance. Donc les trois variables, si je change une, les deux autres changent. Donc ce sont des variables qui ne sont pas dépendantes. Donc il faut essayer de les exprimer, en fonction d'une seule variable. Toujours de préférence, on choisit de les exprimer en fonction de alpha. Donc pour exprimer alpha, Z en fonction de alpha, donc là souvent il faut penser soit à la tangente, soit à la cotangente, ça dépend des cas. Dans notre cas, ici, vous voyez bien que tangente alpha, ça va donner Z sur A. Donc, je peux exprimer directement D de Z. Donc, D de Z, je dérive, c'est A fois la dérivée de tangente. Et la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré alpha, D de alpha. Ensuite, je dois exprimer 1 sur R. 1 sur R en fonction de alpha. Là aussi, vous voyez bien, le plus simple, c'est cosinus, qui me donne 1 sur R. Il faut toujours avoir un terme qui est constant. Comme ça, si je dérive, je trouve directement, je calcule la différentielle, quelque chose comme ça, ça me donne des choses simples. Donc, cosinus alpha, c'est 1 sur R. Donc, vous voyez bien, donc je détermine 1 sur R en fonction de alpha et d'une constante. Il ne faut pas, par exemple, utiliser sinus. Sinon, sinus, il va vous donner Z sur R. Et dans ce cas-là, il faut réexprimer Z en fonction de alpha. D'accord? Vous voyez pourquoi on a choisi cosinus? Parce que 1 sur R s'exprime en fonction d'une constante A et de cosinus. Voilà, une fois que vous avez D de Z, cosinus alpha, vous allez voir l'expression de D de B va devenir extrêmement simple. Je remplace D de Z par sa valeur, je remplace 1 sur R carré par sa valeur, et qu'est-ce qu'il me reste? Cosinus alpha, D de alpha. Bien. Quels sont les bords d'intégration? Je vais intégrer alpha, il varie entre quoi et quoi? D'abord, revenir sur c'est quoi alpha. Donc alpha, c'est l'angle entre l'élément de courant et la perpendiculaire au point M par rapport au fil. Donc je trace la perpendiculaire. Et l'angle entre la perpendiculaire et l'élément de courant, c'est ça ma variable alpha. D'accord? Donc c'est quoi le minimum de alpha? Je trace la perpendiculaire et je cherche là où démarre le courant. Le courant, il démarre ici. Donc le minimum de alpha, c'est cet angle-là. Quel est le maximum? Toujours le point M, la perpendiculaire, et là où se termine le courant, c'est là. Donc voilà, le maximum, c'est cet angle-là, que j'ai appelé alpha 2. Donc je dois intégrer, notez bien que alpha 1 est négatif, alpha 2 est positif. Donc j'intègre cosinus alpha entre alpha 1 et alpha 2, et ça me donne sinus alpha 2 moins sinus alpha 1. Donc c'est un résultat absolument à connaître, je dirais par cœur. Donc voilà le champ créé par un segment quelconque. D'accord? Bon, par exemple, on vous dit calculer la valeur de ce champ en ce point, ou bien calculer la valeur de ce champ en ce point. Il suffit qu'on vous donne les distances pour calculer alpha 1 et alpha 2, et vous pouvez calculer le champ en n'importe quel point de l'espace. Bien. Cas particulier, si on est sur la médiatrice, c'est-à-dire cette distance-là est égale à cette distance-là. Autrement dit, alpha 1 en module est égal à alpha 2. Autrement dit, alpha 2, c'est moins alpha 1. Je pose cet angle θ, c'est-à-dire cet angle-là, alpha 2 égale à θ, donc alpha 1, c'est moins θ. D'accord? Donc, vous remplacez dans l'expression précédente et on va trouver mu 0i sur 2pi fois a sinus θ. Donc ça, c'est valable uniquement sur la médiatrice. Si vous avez un fil infini, donc si le fil tend vers l'infini, hop, vous voyez bien que alpha va tendre vers quoi? Alpha va tendre vers pi sur 2. θ, elle tend vers pi sur 2. Donc voilà le champ magnétique B égale à mu 0i sur 2pi a. Si j'utilise l'expression sinus alpha 2 moins sinus alpha 1, vous voyez bien que alpha 2 tend vers pi sur 2 et alpha 1 tend vers moins pi sur 2. Si le fil devient infini,
voyez bien que alpha 1, il tend vers moins pi sur 2. Très bien. Maintenant, on vous demande comme application de déterminer le champ magnétique créé par ce circuit-là. D'accord? Donc, je vais noter ce circuit comme 3 composantes. Vous avez une demi-droite infinie, un segment AP et une autre demi-droite infinie, que j'ai noté 1, 2 et 3. Théorème de superposition, on nous dit que le champ au point P, c'est la somme vectorielle des 3 champs. Bien. D'abord, la symétrie. Quel sera le champ créé par cette géométrie-là au point P? Donc là aussi, vous voyez bien que le plan au X ou Y, c'est-à-dire le plan de l'écran, est un plan de symétrie. Donc le champ va être suivant au Z. Est-ce que tous les vecteurs créent un champ dans le même sens? Vous utilisez la règle de la main droite et vous allez vous rendre compte facilement que le champ, lui, il est suivant plus au Z, que ce soit pour cette demi-droite, pour cette droite ou bien pour cette droite. Ça veut dire le champ, il est sortant, il se dirige vers vous. Donc il suffit de calculer le module de ce champ, le module de ce champ et le module de ce champ et de faire la somme. Donc pour connaître le module d'un champ créé par un segment, il suffit de connaître alpha 1 et alpha 2. D'accord? Parce que ça, c'est le champ créé par un segment en n'importe quel point de l'espace. Donc ça, c'est un segment, sauf infini d'un côté, ça c'est un segment infini dans un côté, ça c'est un segment fini. Je prends le demi-droite 1, infini. Donc voilà le point P. C'est quoi la définition de alpha 1? Alpha 1, c'est l'angle entre la perpendiculaire entre le fil et le point où je calcule le champ, et l'angle et le point où démarre le courant. Le courant, il vient de moins l'infini. Donc, vous voyez bien que alpha 1 est égal à combien? C'est égal à moins pi sur 2. Et bien, alpha 2, c'est l'angle entre la perpendiculaire où là où se termine le courant, c'est ici, et alpha 2, c'est pi sur 2, pi sur 4. Hein, parce que ici, vous avez petit a et petit a. Donc, ça, c'est un carré. Donc, alpha 2, c'est pi sur 4. Bon, vous remplacez alpha 1, alpha 2 par leur valeur, et vous avez le module B1. Bon, pour l'autre demi-droite, c'est l'inverse. Vous regardez, alpha 1, c'est l'angle entre la perpendiculaire, toujours par rapport au point où je calcule le champ, et là où démarre le courant. Donc, cette fois-ci, c'est alpha 1 qui est égal à moins pi sur 4, et puis alpha 2 entre la perpendiculaire et là où se termine le courant, et bien sûr, alpha 2, vous voyez bien que c'est pi sur 2. Donc, vous remplacez, vous allez trouver exactement le même module. Maintenant, pour ce segment-là sur sa médiatrice, soit vous utilisez la forme du champ créé par la médiatrice, soit cette expression-là, avec bien sûr alpha 1, c'est moins pi sur 4, et alpha 2, c'est pi sur 4. Parce que là aussi, vous avez petit a, petit a, petit a, petit a. Donc ça, c'est un carré, et ça, c'est un carré. Bien, tout calcul fait vous donne ce champ magnétique. Bon, comme je dis tout à l'heure, à partir d'un segment, vous pouvez calculer le champ créé par deux demi-droites qui sont liées par un arc de cercle, un polygone, tout ce que vous voulez. Tout ça est basé sur le champ créé par un segment. Ce peut qu'on vous donne juste un segment et puis on vous demande de calculer le champ en ce point. Ah, d'accord? Là, il suffit de vous donner la distance entre le point et le segment, par exemple, de vous donner cet angle-là, vous calculez cet angle-là, il faut avoir les données numériques pour calculer cet angle, et puis pour calculer cet angle-là, d'accord? Bon, on pourra imaginer plusieurs types d'exercices, mais la base, c'est toujours le champ créé par un segment. Je passe au deuxième exercice. Donc, deuxième exercice, le champ créé par une spire, là aussi, c'est un exercice très, très classique. Bon, première chose, la symétrie. Je cherche le champ créé par cette spire en ce point. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par ce point? Vous essayez d'en trouver un, vous n'allez pas réussir à en trouver. Donc, il n'y a pas de plan de symétrie qui passe par ce point M. Est-ce qu'il y a deux plans de symétrie? Bien sûr, on va essayer de trouver deux plans de symétrie. D'accord? Si vous prenez cette spire-là, par exemple, voilà, j'appelle pour simplifier ici l'axe Z. Ici, cet axe, je l'appelle par exemple Y. Et cet axe-là, je l'appelle X. D'accord? X. C'est-à-dire, dans ce plan, le plan ZY, il est confondu en fait avec ER, Z en coordonnées cylindriques. Mais on va l'appeler ici, on va travailler avec ce plan-là, X, Y, Z. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par ce point, d'antisymétrie? Donc, vous voyez bien que le plan M, Y, Z, c'est-à-dire ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi ce plan est un plan d'antisymétrie? Prenez un point M quelconque, ce point par exemple.
C'est quoi sens symétrique par rapport à ce plan? Pardon, c'est quoi sens symétrique? C'est celui-là. D'accord? C'est celui-là. Or, ici au point M, vous avez un vecteur qui est dans ce sens-là. Un courant qui tourne dans ce sens-là. Normalement, sens symétrique, ça doit être un courant qui tourne dans ce sens. Le symétrique de ce courant, pardon, c'est celui-là. Vous êtes d'accord? Voilà le symétrique, par rapport à ce plan, bien sûr. Par rapport à ce plan-là. Hein, c'est celui-là, qui coupe la spire en deux, au milieu. Le symétrique de ce courant, c'est celui-là. Or, vous voyez bien que le courant, il circule. Oh là là, je vais essayer de relever ça. Voilà, donc je disais, voilà ce point M. Hein, voilà le courant, direction de courant. Ce point M, je prends un point symétrique par rapport à ce plan. Voilà ce point, le symétrique, c'est ce point-là. Et normalement, le courant, le symétrique de ce vecteur, c'est ce vecteur-là. D'accord? Or, vous voyez bien qu'en AM', le courant il circule dans le sens inverse. Donc, ce vecteur, c'est l'antisymétrie de celui-là. Donc, ce plan-là est un plan d'antisymétrie. Donc, la même chose, si vous prenez le plan MZX, c'est celui-là, qui coupe la spire en deux. Là, on le voit mieux. C'est ce plan-là. Bon, c'est ce plan. Bon, ce plan-là, par exemple. Voilà, vous voyez bien qu'il coupe la spire en deux. Ça aussi, c'est un plan d'antisymétrie. D'accord? Ou bien on travaille ici, c'est un plan d'antisymétrie. D'accord? Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Parce que vous voyez bien que ce point M, sens symétrique par rapport à ce plan, c'est ce point-là. Donc le courant est circulé dans ce sens. Normalement, sens symétrique, c'est celui-là. Et vous voyez bien que le courant au point M', il circule dans ce sens-là. Donc ce vecteur et ce vecteur, ils sont antisymétriques. Donc le plan MX Z et MY, ça c'est Y, Z, sont deux plans d'antisymétrie. L'intersection, bien sûr, c'est au Z. Et donc, on détermine que par symétrie, le champ va être suivant au Z. Bien. Donc, B suivant K. Maintenant, on va passer à la deuxième étape et énoncer le théorème d'Ampère et simplifier le théorème de Biot-Savart et simplifier au maximum D de B. Donc, par définition, mu 0 sur 4pi, id de L vectoriel U sur R carré. Bon, je prends cet élément de courant, id de L. Voilà mon vecteur unitaire U. C'est le vecteur dirigé de l'élément de courant vers le point où je calcule le champ. R, c'est la distance entre l'élément de courant et le point où on calcule le champ. Donc, sur ce schéma, voilà U. Voilà mon vecteur unitaire U. Bien sûr, voilà R. Et c'est quoi D de L? Donc D de L, là j'utilise le coordonnées polaire R et θ. Attention à ne pas confondre θ et alpha qui vont apparaître ici. Donc R et θ, ce sont les coordonnées polaires dans le plan XY. Et mon élément de courant D de L, c'est un élément de courant d'un cercle. Et un élément de courant d'un cercle, c'est grand R D de θ. Ok? Donc, je remplace, j'ai le module de D de B. Vous voyez bien que I, D de L et U sont perpendiculaires. Donc ce vecteur, vous avez un angle droit ici. D'accord? Ici, pour le schéma ici, cet angle-là, c'est un angle droit. D'accord? Donc voilà le module de D de B. Donc OM, je le prends égal à Z. D'accord? Donc, voilà, on va voir après que la façon la plus simple pour faire ce calcul, c'est d'exprimer aussi U dans la base ZER, comme on a fait avant. Donc on aura besoin de déterminer cet angle-là, alpha. Bon, la composante utile, c'est quoi? C'est D de B scalaire K. Donc voilà le vecteur D de B. D'accord? C'est un vecteur qui est perpendiculaire, donc soit sur ce schéma, soit sur ce schéma. Donc perpendiculaire au plan formé par I, D de L et U. Ce plan-là. D'accord? Ici, voilà I, D de L et U, c'est ce plan-là, voilà D de B. Donc je vais introduire cet angle que j'appelle bêta pour faire la projection de D de B suivant Z. Et cet angle-là, sur lequel on regarde la spire, je l'appelle alpha. D'accord? Donc D de B scalaire K, c'est D de B cosinus bêta ici. Hein, cosinus bêta. Attention, une erreur, c'est cosinus bêta. D'accord? Et cosinus bêta, puisque alpha plus bêta égale à pi sur 2, cosinus bêta, c'est sinus alpha. Voilà. On peut utiliser comme ça. D'accord? Voilà bêta, voilà alpha. Et bien sûr, voilà id de L et R, c'est Z carré plus R carré.
Donc vous avez plusieurs façons de calculer le champ créé par une spire. Bon, voilà D de B de Z. Après, il suffit de passer à l'intégrale. Mais, donc voilà la première méthode. C'est-à-dire, je calcule juste le module de D de B, sachant que D de B est perpendiculaire à U. Donc, je calcule directement D de B scalaire K, la composante utile, c'est le module de 2B fois le module de K fois cosinus de l'angle entre les deux. Et après, j'intègre ça. Mais je peux aussi, ça c'est une autre méthode, hein, qui est plus mathématique. Je calcule d'abord, comme ce qu'on a fait pour le segment, je calcule D de L scalaire U. D'accord? Et pour cela, je vais d'abord décomposer le vecteur U dans la base ZER. Donc j'appelle cet angle, on a appelé alpha cet angle. Donc c'est le même que celui-là. Vous voyez bien que U c'est cosinus alpha suivant Z, voilà, et moins sinus alpha suivant ER. D'accord? Sa projection suivant ER, c'est ça, c'est moins sinus alpha suivant ER. D de L bien sûr, c'est D de L suivant Eθ. D'accord? Donc si je calcule D de L vectoriel U, vous voyez bien qu'il me reste D de L vectoriel U. C'est un produit vectoriel, d'accord? Eθ vectoriel EZ, ça me donne ER. Et Eθ vectoriel ER, ça me donne moins EZ. D'accord? Donc voilà D de L vectoriel U. Maintenant, la composante utile, c'est D de B de Z. Donc je calcule D de B scalaire A, scalaire K. Ça veut dire que je fais le produit scalaire de ce terme suivant K. Bon, K c'est EZ. Hein, il faut noter partout la même chose. Donc là, sinon, il faut noter ici EZ. Donc EZ scalaire EZ est égal à 1. Donc je trouve D de L sinus alpha. Et EZ scalaire ER, bien sûr, c'est 0. Et vous voyez bien que je retrouve la même chose que tout à l'heure. Donc cette méthode, elle est purement mathématique. Mais vous avez les résultats je pense d'une manière très claire. Donc voilà, après il suffit de calculer le module de D de B. Il faut intégrer sur toute la spire. Pour le calcul de la spire, le calcul il est très simple. Pourquoi? Parce que quand je calcule sur toute la longueur de la spire, R est constant et alpha est constante. Donc pour se rendre compte, imaginez, vous prenez votre compas, vous tracez un cercle. Quand vous tracez un cercle, vous voyez bien que la longueur de compas reste constante et l'angle entre le centre du compas et la périphérie du cercle reste constant. D'accord? Donc, si je parcours tout le cercle, n'importe quel point, vous avez toujours la même distance et le même angle alpha. Donc, si je sors sinus alpha et R, il me reste juste l'intégrale D de L sur un cercle de rayon grand R, qui est le périmètre de ce cercle, qui est 2π fois R. Donc, si vous remplacez ça par 2π fois grand R, ensuite vous remplacez R carré par grand R carré plus Z carré, on arrive facilement à ce résultat. Qu'on peut exprimer en fonction de sinus alpha. Vous voyez bien que sinus alpha, c'est grand R sur petit r. Donc vous multipliez ici par grand R, vous divisez par grand R, et ça vous donne sinus alpha au cube. Donc souvent, champ créé par une spire, soit sous cette forme, soit sous cette forme. Bien. Voilà. Maintenant, on passe au champ créé par un solénoïde. C'est quoi un solénoïde? C'est tout simplement une succession de n spires enroulées sur un cylindre, d'accord, qui sont parcourues. Chaque spire est parcourue par un courant I. C'est ça ce qu'on appelle un solénoïde. On veut calculer le champ, par exemple, on a un point P de l'axe de solénoïde. Bien sûr, on va utiliser le résultat de tout à l'heure. Bon, la symétrie, c'est les mêmes règles de symétrie pour une spire. Hein. On peut prendre ici un axe Y et un axe X, et vous voyez bien que YZ, XZ sont deux plans d'antisymétrie, donc le champ est suivant l'axe Z. D'accord? Maintenant, ça c'est le champ créé par une seule spire de rayon grand R. Ça me donne, d'après la question suivante, précédente, mu0 I sur 2R sinus 3 alpha T de K. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va subdiviser le cylindre en plusieurs spire d'épaisseur D de Z. Je prends une spire d'épaisseur D de Z. D'accord? Et cette spire d'épaisseur D de Z, il contient, bien sûr, en fait, il contient plusieurs spires. Donc on prend une longueur D de Z et une longueur D de Z, petit n, pour nous, chaque solénoïde, toujours, vous avez ce qu'on appelle le nombre de spires par unité de longueur, par une longueur égale à 1. Donc si j'ai une longueur D de Z, il contient combien de spires? Et longueur D de Z, pardon, ici c'est D de Z, il contient D de Z, il contient combien? Il contient X spire. X spire.
Donc x est égal à combien? X est égal à n fois d de z. Ça c'est le nombre de spires. Sachant que n c'est le nombre de spires par unité de longueur. D'accord? Voilà. Donc le nombre de spires qui sont contenus dans une longueur d de z, c'est n fois d de z. D'accord? Chaque spire nous donne ce champ. Donc cette bobine plate là va créer un champ d de b. Il suffit de remplacer i par n d de z fois i. D'accord? C'est le champ créé par une seule spire. On multiplie par le nombre total de spires, qui est n d de z. Donc ça, c'est le champ créé par le nombre de spires contenus dans une longueur d de z. Au point P est donné par ça. Bon, après, il suffit d'intégrer, bien sûr, comme tout à l'heure. Là aussi, vous avez alpha et z, ce sont des variables dépendantes. Donc, il faut exprimer z en fonction de alpha. Sauf que ici, faites attention, on ne va pas utiliser tangente comme tout à l'heure. D'accord? Z, c'est cette distance-là. Alpha, c'est cet angle-là. Pourquoi? Imaginez, vous utilisez tangente. Tangente, ça va vous donner R sur Z, qui est tangente alpha. Donc, la dérivée de tangente, ça va me donner la dérivée de 1 sur Z. Ça va être compliqué. Donc là, le plus simple, c'est cotangente. Vous voyez bien que tangente alpha est égal à quoi? Est égal à Z sur R. Donc, Z, c'est R fois cotangente alpha. Donc, je peux calculer d de z. La dérivée de cotangente, c'est moins 1 sur sinus carré alpha d de alpha. Clair? J'ai exprimé d de z. Donc, j'ai tout en fonction de alpha. Donc, il suffit de remplacer. Et il va vous rester juste l'intégrale de moins sinus alpha d de alpha. Donc, j'intègre entre quoi et quoi? Vous voyez bien que mon angle alpha, c'est quoi? C'est l'angle entre l'axe du solénoïde et là où se trouve la bobine. Donc, je vais intégrer alpha entre l'axe pour ce point P, si je calcule le champ ce point. Voilà l'axe de la bobine, du solénoïde. Voilà, la spire démarre là. Le courant démarre là. Donc, voilà mon angle, le minimum de mon angle. Et le maximum, je vais vers le dernier point du solénoïde. Voilà l'axe du solénoïde. Voilà mon point. Hop, voilà mon angle maximum. Voilà comment on définit. Ils sont définis alpha 1 et alpha 2 dans ce schéma-là. Donc, c'est l'angle entre l'axe du solénoïde et là où démarre le courant. L'angle entre l'axe du solénoïde et là où se termine le courant. Et bien sûr, l'intégrale de sinus alpha d de alpha, ça vous donne mu0 ni cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1 suivant cas. D'accord? Donc, voilà pour le calcul du champ magnétique. Donc, je rappelle deux choses importantes. D'abord, il faut savoir le champ créé par une spire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On subdivise le solénoïde en plusieurs spires d'épaisseur d de z. Donc, et cette épaisseur d de z, elle contient n d de z spires. Chaque spire est parcourue par un courant I. En fait, c'est une espèce de bobine plate. D'accord? Cette bobine plate, on connaît le champ. C'est le champ créé par une spire multiplié par tout simplement le nombre total de spires. Après, c'est des calculs qu'on a déjà vus tout à l'heure. Et le calcul d'intégrale vous donne le champ magnétique B. Bien. Cas d'un solénoïde maintenant infini. Vous voyez votre point P, si le solénoïde est infini. Donc hop, il tend vers l'infini. Vous voyez bien que alpha, c'est l'angle entre le point P, l'axe du solénoïde, et là où démarre le courant. Donc il démarre vers l'infini. Donc alpha 1 égale à pi. Ici, la solénoïde est infinie dans l'autre sens. Vous voyez bien que alpha 2 va tendre vers 0. Et dans ce cas, on trouve que B égale à mu0 ni. Très bien. Donc, il ne faut pas se tromper. Certains bouquins, vous allez trouver cosinus alpha 1 plus cosinus alpha 2 et non pas moins ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est juste la définition des angles qui change. Donc, si vous trouvez plus, dans ce cas, alpha, ce sera cet angle-là et non pas celui-là. Parce que pour nous, comme on a défini l'angle entre alpha, c'est l'angle entre l'axe au Z et là où démarre le courant. Le courant, il démarre ici. Donc, vous voyez bien, si vous voulez utiliser cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1, il faut que alpha 1 soit cet angle-là. Celui-là, c'est pi moins alpha 1 et cosinus pi moins alpha, c'est moins cosinus alpha. Et vous voyez bien que moins cosinus pi moins alpha devient plus cosinus alpha. D'accord? Donc, c'est juste la définition des angles qui change. Là, il faut faire attention. Et dans ce cas-là, pour un solénoïde infini, cette fois-ci, alpha 1 va tendre vers 0 et alpha 2 va tendre vers 0. Au lieu de pi et 0. Faites très attention. Bien, on passe au solénoïde, donc bobine plate, pardon. Donc bobine plate, c'est une application, là aussi,
de spire circulaire. Donc vous avez deux. C'est quoi les bobines de Helmholtz? Ce sont deux bobines plates qui sont parcourues par un courant dans le même sens et qui sont séparées par une distance exactement égale à leur rayon. D'accord? Et on nous demande de calculer le champ en un point au centre des deux. D'accord? Donc il suffit de connaître sinus alpha. Donc le champ créé par une bobine plate, c'est le champ créé par une spire circulaire. Il suffit de multiplier par le nombre total de spires. Donc il suffit de déterminer sinus de cet angle et enlever au cube. Sinus de cet angle, c'est combien? C'est cette distance-là, c'est grand R sur cette distance-là. Qui est égal à quoi? Qui est égal à R carré plus R sur 2 au carré. Et ça vous donne 2 sur racine de 5. Voilà. Donc, chaque spire, bien sûr, va donner le champ dans le même sens. Champ créé par P1, première bobine, le champ créé par la deuxième. Donc, il suffit de multiplier par 2 le champ créé par une seule. D'où l'intérêt, bien sûr, de choisir le courant dans le même sens. Si le courant circule dans le sens opposé, bien sûr, le champ total va être nul au milieu de la bobine de Helmholtz. Bien. Maintenant, si au lieu de calculer le champ au centre, on va la calculer en un point M, quelconque de l'axe, entre les deux bobines toujours. Donc vous voyez bien que cette fois-ci, que alpha pour la première bobine, c'est cet angle, et pour la deuxième, c'est cet angle-là. C'est plus le même. Donc sinus alpha, c'est grand R sur cette distance-là. D'accord? Et cette distance-là, c'est quoi? Pardon, c'est grand R sur petit r. Et petit r, c'est cette distance au carré, qui est grand R au carré, plus cette distance au carré. Et celle-là, c'est combien? Vous voyez bien, c'est R plus R sur 2 plus X. Cette distance, c'est R sur 2 plus X. Vous voyez, c'est R sur 2 plus X au carré. Pour alpha 2, c'est l'inverse. Cette distance, c'est combien? Vous voyez bien, cette distance entre là et là, c'est R. D'accord? Ici, vous avez X. Donc, cette distance, c'est combien? C'est R sur 2 moins X. Donc, R sur 2 moins X. Je rappelle, la distance entre les deux bobines, c'est grand R. Voilà, on remplace et on trouve le champ magnétique au milieu, on a un point M quelconque entre le bobine de Helmholtz. Bon, si je trace les champs, voilà ce qu'on obtient. Donc, le champ créé par une bobine plate, c'est le même que le champ créé par une spire. Il est maximum au centre de la spire et diminue. Si le courant circule dans le même sens, bien sûr, toujours dans l'hypothèse du courant circule dans le même sens, voilà le champ créé par cette bobine plate aussi. Il est maximum au centre de la bobine et décroît, c'est une fonction paire. Si je fais la somme de ces deux, voilà ce que j'obtiens. Et vous voyez bien que entre les deux spires, entre les deux bobines de Helmholtz, le champ est pratiquement constant. Et c'est ça l'utilité des bobines de Helmholtz. C'est un dispositif expérimental qui vous permet d'obtenir une région de l'espace où le champ magnétique est constant. Attention, si le courant circule dans le sens opposé, vous aurez le champ créé par la deuxième bobine plate, quelque chose qui est comme ça. Voilà. Et si vous mettez celui-là plus celui-là, vous allez trouver un champ nul au milieu. D'accord? Donc voilà pour cette première partie de la série numéro 7 où j'ai essayé de parler surtout des méthodes de calcul de champ magnétique par le calcul direct. Donc on va continuer cette série dans une prochaine vidéo. On va parler cette fois-ci de théorème d'Ampère, des équations locales, des équations de continuité de champ magnétique. Donc toujours vos remarques, vos suggestions sont les bienvenues. Bon courage et à bientôt.